Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 19 août 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, sans plus attendre, direction les marchés, avec les bourses européennes qui ont donc terminé en baisse mardi, la tendance s'étant quand même inversée peu après l'ouverture de Wall Street, malgré les records inscrits par les indices S&P 500 et sur le Nasdaq, le tout quand même dans des volumes assez réduits, période estivale oblige. La séance est restée quand même assez atone, on va dire, sur fond de craintes liées au coronavirus toujours et ses conséquences, comme les fermetures de frontières qui pourraient éventuellement se poursuivre. Donc la baisse, bien évidemment, reste quand même très mesurée par rapport aux risques que l'on court à travers le monde. Alors depuis 6 mois et l'éclatement de la crise, chaque jour, on va dire, amène son lot de mauvaises nouvelles sur le front de la pandémie et de ses conséquences sanitaires et économiques. La séance boursière a également été marquée par un net recul du dollar encore, au plus bas depuis plus de 2 ans face à l'euro. Côté US, eh bien, on a eu le S&P 500 et le Nasdaq qui, eux, ont touché des records en séance et en clôture hier. Les marchés américains, toujours aussi forts malgré les tensions, eh bien, renouent avec des niveaux antérieurs à la crise du coronavirus, après les pertes brutales qui ont quand même secoué les marchés. Pour rappel, l'indice S&P s'était quand même effondré de plus de 30% entre son plus haut et le 23 mars. Et les sévères mesures de restriction imposées par certains États face à l'avancée galopante, on va dire, du Covid-19 dans certaines zones des États-Unis, à New York notamment, faisaient alors craindre un plongeon de l'activité économique et des bénéfices des entreprises et bien évidemment une envolée du chômage. Alors, on a quand même eu une reprise assez importante de l'activité économique. Comme je vous l'expliquais hier, finalement, on a plus de 84% des sociétés du S&P 500, enfin du moins sur quasiment les 500 sociétés, on a 84% de ces sociétés qui ont réalisé des bénéfices au-delà des attentes, donc qui ont dépassé le consensus. Par contre, on assiste quand même toujours à une envolée du chômage, étant donné qu'on est quand même aux alentours de 10%, 10,1 il me semble. On reste quand même sur un niveau relativement haut. Pour rappel, le pic en 2008 était quand même à 10%. Là, on est allé bien plus haut. On recommence, le chômage diminue petit à petit, mais on reste quand même sur des niveaux, sur un niveau de chômage relativement élevé. Et par ailleurs, on a quand même eu pas mal de destruction d'emplois. Mais depuis, eh bien, le gouvernement, comme vous le savez, est monté au créneau avec son vaste plan de soutien aux ménages, aux entreprises et aux collectivités locales qui a permis de limiter les dégâts. Enfin, les milliards de dollars de mesures de relance budgétaire et monétaire ont bien évidemment tiré Wall Street vers le haut et les actions du secteur technologique ont été considérées par les investisseurs comme les plus sûres pour sortir de la crise. Toutefois, on ne peut pas mettre de côté et ignorer les craintes persistantes à cause des tensions élevées quand même entre les États-Unis et la Chine, et encore une fois, l'incapacité des parlementaires à se mettre d'accord sur un nouveau plan de soutien à l'économie qui permettrait en fait de venir en aide aux ménages qui actuellement sont en grande difficulté, notamment les locataires de certains États qui risquent de se faire expulser au mois de septembre. Côté macro, alors ici, ce sont les nouvelles prévisions de Goldman Sachs. Pour rappel, Goldman Sachs avait fait des prévisions, une première prévision qu'on situait ici, qu'on avait fait un point bas. Goldman Sachs envisageait un retour de l'indice S&P 500 aux alentours de 3200. Eh bien, c'est chose faite. Goldman Sachs a vu juste. Il arrive parfois que la banque se trompe assez lourdement, mais pour l'instant, ces prévisions de marché sont plutôt correctes dans l'ensemble sur les indices.
Actuellement, on a même inscrit un record historique justement hier durant la séance. Et ici, nous avons les nouvelles prévisions. Alors, Goldman Sachs prévoit d'ici la fin de l'année un S&P à 3600 points et d'ici 12 mois à 3800 points. Donc, Goldman Sachs est quand même assez bullish sur les mois à venir, sachant qu'on a quand même les élections américaines, et donc ça va créer pas mal de volatilité, notamment si Joe Biden est élu. Mais on constate quand même que, selon Goldman Sachs, en tout cas, la dynamique haussière devrait se poursuivre, et Goldman Sachs n'envisage pas, en tout cas, une correction majeure de marché, et prévoit plutôt une poursuite de la hausse à 3600 voire 3800 points. Donc une prévision relativement assez bullish. Pourquoi pas? Goldman Sachs a quand même eu raison ici quand le consensus était ultra pessimiste. Finalement, on est revenu sur les plus hauts historiques. Alors certes, soutenu bien évidemment par des banquiers centraux omniprésents sur les marchés. Toutefois, on atteint quand même des niveaux de valorisation relativement élevés. Donc, prudence sur les marchés. Ce n'est pas parce que Goldman Sachs est focus uniquement à la hausse qu'on ne pourra pas assister à des corrections violentes de marché. On est quand même sur des marchés extrêmement dangereux. On a des chocs comme on a eu ici de court terme, on constate. On n'a pas des... D'habitude, les récessions mettent plus de temps, c'est 6, 12, 18 mois. Et depuis 2018, on assiste à des corrections assez violentes, comme ici, on avait perdu 20, ici 35, mais de court terme. Donc, moi, pour ma part, je n'exclus pas, étant donné qu'on est quand même sur des marchés volatiles, qu'on a des élections, qu'on a une escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis, et qu'on fait face à des marchés extrêmement dangereux, toujours très volatiles, je n'exclus pas une correction, une nouvelle correction violente, pourquoi pas à venir, de 10-15%, avant d'éventuellement de reprendre le chemin de la hausse. Et en même temps, tant que les banques centrales resteront en soutien, il est vrai qu'il est difficile d'entrevoir une chute plus profonde, sauf si signe noir d'ici les 12 mois. Ici, c'est un graphique qui représente la demande d'or par les banques centrales. Donc, là, c'est actuellement le niveau auquel on se situe pour 2020, donc aux alentours de 220 tonnes à peu près. Il est peu probable que les achats d'or de banques centrales atteignent les niveaux records des années précédentes. Pour autant, on a quand même un once d'or qui a explosé, qui prend plus de 30% depuis le début de l'année. Mais en 2018 et en 2019, on a assisté vraiment à des niveaux records aux alentours de 600-700 tonnes de la part des banques centrales, tout simplement déjà parce qu'il y avait la guerre commerciale. Et donc la guerre commerciale a engendré une augmentation des stocks de la part des banques centrales. Et donc pour vous donner les derniers chiffres que j'ai moi en tête, qui datent quand même de octobre-novembre 2019, mais en fin d'année 2019, sur le podium, on avait la Russie en première position qui détenait environ 2260 tonnes d'or, et durant l'année 2019, elle avait accumulé quasiment 150 tonnes d'or en plus dans ses stocks. Et en deuxième position, on avait quand même la Pologne qui, elle, détenait aux alentours de 230 tonnes d'or, il me semble. Et durant l'année 2019, elle a fait l'acquisition quand même de 100 tonnes d'or. Donc, elle a quasiment doublé ses stocks uniquement sur la période de 2019. Et enfin, en troisième position, c'est bien évidemment la Chine qui, elle, détenait aux alentours de 1950 tonnes d'or. Et pareil, elle a fait l'acquisition d'environ 100 tonnes d'or, 95 tonnes d'or fin 2019. Donc on a quand même eu une forte demande de la part des banques centrales et de certains pays
déjà pour contrer l'effet dollar, encore une fois, et se couvrir face à la guerre commerciale que menait Donald Trump. Là, aujourd'hui, la demande d'or se poursuit. Comme je vous l'ai montré hier, on a une forte demande, surtout dans le flux ETF, qu'on atteint des nouveaux records, et beaucoup d'investisseurs, dont Warren Buffett, dont certains gérants de fonds, dont même les particuliers, réorientent leur portefeuille et leur arbitrage de manière à se couvrir tout simplement face à des risques qui sont quand même toujours présents. La crise sanitaire n'est pas terminée pour autant. Les craintes liées à la Chine et les États-Unis sont toujours présentes. On n'est pas à l'abri d'un dérapage et surtout face à la faiblesse du dollar qui est en train de plonger littéralement et bien évidemment, encore une fois, face au rendement des obligations qui ne rapportent quasiment strictement rien. Donc, face à tous ces éléments, forcément, on a une demande extrême d'or de la part soit des particuliers ou des professionnels. Toutefois, de la part des banques centrales, on est déjà, voilà, vous voyez, on est à peu près à 220, 240, je dirais. Cette demande de la part des banques centrales ne devrait pas, par contre, atteindre les précédents records de 2018 et de 2019. Côté macro, côté graphique, pardon. Tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40 qui a cédé du terrain quand même hier, tiraillé toujours avec la crise du Covid et les tensions quand même assez palpables entre les États-Unis et la Chine. Où en sommes-nous? Même point de départ, toujours dans ce range ici, 4930 et 5050. Donc ce soir, je ne m'attends pas à une séance très faste ou même volatile, j'ai envie de dire. Déjà que les volumes sont relativement réduits en cette période estivale, donc retour des investisseurs prévu à partir de la semaine prochaine. Toutefois, le catalyseur, c'est ce soir, c'est les minutes de la Fed. Donc c'est le FOMC qu'on aura à 20 h. Donc logiquement, les indices ne devraient pas trop s'emballer d'ici là, dans l'attente, bien évidemment, du discours de Jérôme Powell. Pour l'instant, où en sommes-nous? Retour sur bas de range. Tout simplement, on est quand même capé sous la moyenne mobile 50. Mais pour moi, il ne se passe pas grand-chose. L'indice est tout simplement tiraillé entre certains espoirs de reprise et les tensions toujours omniprésentes entre la Chine et les États-Unis. Et pour l'instant, on est sur support. On est sur support. C'est un niveau qui peut être intéressant, mais on voit que l'indice sous-performe quand même très largement l'ensemble des autres bourses, que ce soit le DAX ou même les indices US qui ont inscrit des records hier. On sent que le CAC est très clairement pénalisé. En données 4 heures, on a un double niveau de support très intéressant, quand même ici. Donc attention à ce niveau. Pourquoi pas le mettre à profit en intra-scalping, j'ai envie de dire. C'est un marché assez mou, assez léthargique pour mettre en place des plans swing, comme évoqué dans les stratégies bourse hier. C'est un peu compliqué étant donné la dynamique du marché qui est relativement molle en l'absence de la plupart des investisseurs et des volumes assez réduits. Pour ma part, je considérais qu'on aurait une opportunité de vente très clairement sous 4930. Si le marché enfonce et repasse sous sa MM50 et sa MM200 en données 4 heures, et bien là, on aurait techniquement une opportunité pour aller chercher au moins la borne basse de ce triangle vers les 4800 points. Ici, on peut éventuellement chercher des achats. Soyons prudents, comme je vous le disais, avec les annonces de la Fed. Logiquement, elle devrait garder quand même une politique monétaire très accommodante. On ne devrait pas avoir des surprises et des imprévus ce soir, mais tout de même, pourquoi pas viser aussi un retour sur les 5080 points et chercher des ventes proches de ce niveau, des achats aussi, pourquoi pas, à mettre à profit avec des signaux de retournement, bien évidemment.
Là, pour l'instant, on aurait peut-être une borne basse d'un range 1 heure. Toutefois, on reste quand même dans un marché assez mou. Par contre, le pivot de la semaine reste les 4930. Très clairement, sous 4930, sous 4920. En incursion, comme je vous le disais, sous MM4 heures, sous MM50 et 204 heures. Dans ce cas-là, on aurait un signal très clairement pour au moins retourner chercher les 4800 points et venir prendre appui sur la borne basse de ce triangle. Le DAX, range, toujours dans son range, donc on peut aller regarder la tête de la bougie hier finalement, et encore une fois de l'excès sur mèche. Donc on a vraiment une très grosse zone ici de polarité en hebdomadaire, donc d'où l'importance d'attendre la clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau pour se positionner et éventuellement aller chercher vraiment le comblement du gap ici, mais à chaque fois quand même on assiste à des bull traps, une fois ici, deux fois ici. Et effectivement, en daily, on arrive à passer au-dessus, mais c'est en weekly où là, on clôture vraiment à chaque fois en dessous. En daily, on avait réussi à passer au-dessus, là aussi. Là, on a tenté une incursion au-dessus de ce niveau. Finalement, les vendeurs défendent vraiment bien ce niveau, d'où l'importance d'attendre une clôture hebdomadaire au-dessus de 13 050. Derrière, si on affine, eh bien finalement, on est toujours dans ce range. Rien n'a changé. On a eu un signal technique hier en données 15 minutes avec une étoile du soir pour aller chercher la borne basse, mais techniquement, c'est stratégie de ping-pong entre les deux bornes et d'attendre la cassure afin de se positionner pour accompagner le momentum à venir. Effectivement, si on regarde en données 1 heure, ici, on est venu prendre appui sur moyenne mobile 200, mais on est parfaitement dans un range technique, d'où l'intérêt d'effectuer vraiment d'essayer de se rapprocher le plus près possible de la borne haute ou de la borne basse pour initier soit des achats, soit des ventes, et bien évidemment d'affiner sur les unités de temps plus courtes, comme ici, vous voyez, où on avait eu une étoile du soir, et derrière, ça avait quand même donné quelques points aux traders intraday. Donc vraiment un marché où il faut être capable d'encaisser très rapidement ses gains. On n'est pas dans un marché swing actuellement. On est dans de l'intra-scalping, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut réagir vite et être capable d'encaisser uniquement quelques points et de vite protéger son trade, de vite mettre à break-even et de sortir du marché. Sinon, pour les autres, comme je vous le disais, il suffira d'attendre la cassure d'une de ces deux bornes pour se positionner. Le Dow Jones, même point de départ, j'ai envie de dire, stabilisation toujours. Alors certes, l'indice Dow Jones a cédé du terrain, mais le Nasdaq et le S&P ont inscrit de nouveaux records. Donc la dynamique haussière en soi se poursuit sur les indices américains. Et pour l'instant, sur le Dow Jones, je n'ai rien à dire de particulier, si ce n'est qu'il se passe en fait absolument rien depuis une semaine. Hein. C'est vraiment une semaine, voire même une dynamique assez molle. Et même en données 4 heures, on n'a pas grand-chose à dire. Donc, j'ai plus envie de faire le point demain avec les annonces de Jérôme Powell, qui devrait logiquement donner, j'ai envie de dire, du grain à moudre aux investisseurs et permettre d'y voir un peu plus clair et d'avoir de nouveaux horizons. Techniquement, la dynamique étant haussière, si on n'a pas de mauvaise surprise et qu'on franchit les 28 200, la stratégie reste quand même d'aller chercher le gap ici. Hein. On est venu le combler sur le S&P et sur le Nasdaq. Donc, pour ma part, ici, on est un peu au milieu de nulle part. Mais voilà, une clôture au-dessus de 28 200 permettrait vraiment d'aller chercher sur pullback, un stop placé juste en dessous et d'aller chercher 500 points pour venir combler le gap. Ça me semble un objectif et une stratégie assez intéressante à mettre en place, étant donné que les cours et les prix sont attirés par les trous de cotation. Mais pour le moment, il est encore un peu trop tôt. Hein, on est sous résistance, donc d'où l'intérêt d'être
patient et de laisser du temps au temps pour que ce plan de trading puisse se mettre en place tout doucement. Côté Forex maintenant, euro-dollar. Sortie de range par le haut. Sortie de range par le haut avec objectif à 1,2040. Bien évidemment, on a le FOMC ce soir. Mais le dollar reste extrêmement faible. L'endettement pharaonique, les taux bas, les liquidités à foison de la Banque centrale font qu'on assiste à une perte de confiance dans la devise américaine. Et encore une fois, des investisseurs qui parient sur une reprise peut-être plus dynamique de l'Europe face à d'autres pays et dont d'autres secteurs. Alors certes, l'euro commence à être assez haut pour être pénalisant pour les entreprises exportatrices en Europe. Toutefois, pour l'instant, on constate quand même que les indices européens, bon, à part le CAC qui lui sous-performe, mais le DAX est quand même quasiment sur des niveaux, presque sur ces niveaux records et finalement n'est pas trop pénalisé par cette hausse de l'euro. Et donc, à court terme, ce serait direction les 1,2040. Donc, sauf si mauvaise surprise ce soir, mais d'un point de vue technique, fin de consolidation. Fin de consolidation. Belle bougie flux hier et direction les 1,2040. D'aller chercher le point haut ici. Tout simplement, les anciens hauts de 2017, voire janvier 2018, ici 1,2040, 1,2072. Mais l'euro est dans une belle dynamique haussière pour l'instant, porté par plusieurs éléments, j'ai envie de dire, techniques et à la fois des fondamentaux qui plaident pour une poursuite de la hausse. Ainsi, l'euro a très clairement le vent en poupe pour l'instant. Et techniquement, eh bien, l'objectif théorique de cette sortie de range est d'aller chercher les 1,2040. Et pour le moment, sur toutes les unités de temps, que ce soit hebdo, daily, 4 heures et même 1 heure, tout converge et on est dans une belle dynamique haussière et on n'a aucun signal ou même signe d'essoufflement, de retournement de tendance à venir. Le GBP-USD, pareil, profite de la faiblesse du dollar. On a quand même eu une sortie de fanion hier, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, belle sortie de fanion. Je vais me mettre en daily avec une belle bougie flux. On prend quasiment 1%, plus de 1% hier en fin de séance. Mais accélération, consolidation, sortie par le haut du fanion. Donc, très clairement, si on reporte le mât, il y a de la place. Malgré un Brexit assez compliqué, malgré des incertitudes sur les négociations entre Londres et Bruxelles, mais la faiblesse du dollar fait qu'on met de côté un peu, pour l'instant, à court terme, les négociations avec le Brexit, concernant le Brexit, et derrière, on assiste véritablement à un magnifique rallye. On est revenu sur les niveaux d'avant Covid, et là, derrière, techniquement, cette sortie de fanion par le haut pourrait vraiment propulser le GBP aux alentours des 1,3610. Si je reporte le mât, voilà, à peu près, ce serait d'aller chercher les 1,36, 1,3610, tout simplement. L'ancien top qu'on a ici, le petit creux qu'on a travaillé, enfin le petit top ici qu'on a travaillé, l'accumulation de mèches. Donc ce serait un premier niveau. Pour moi, on a déjà une zone ici. On va aller sûrement travailler un bout de temps. Voilà, très clairement, on est quasiment dessus. Juste ici. Voilà. L'accumulation de toutes les mèches et les corps ici des bougies, le pullback qu'on a eu ici, là le spike ici, le deuxième spike, les deux spikes ici, là la petite mèche. Donc on a déjà un gros niveau aux alentours des 1,3280, 1,3320 pour l'instant.
Et en cas de cassure, ce sera direction l'objectif théorique. Mais très clairement, là, on avait quand même eu une belle sortie de Fagnon sur Marubozu. Pourquoi pas essayer de trouver un pullback pour avoir un stop vraiment sous le niveau de support des 1,3175 et puis derrière, essayer d'accompagner, pareil, le plus loin possible cette dynamique haussière jusqu'à atteindre soit l'objectif théorique, soit l'essoufflement. Pour l'instant, en tout cas, les investisseurs se ruent sur la livre sterling. Et même constat que sur l'euro, on avait une consolidation dans un range, le GBP c'était dans un fanion, et derrière, hier, explosion à la hausse. Et donc, chercher des replis ou de la cassure de la zone qui permettrait, comme je vous le disais, d'aller chercher un peu plus haut. L'AUD-USD, même constat. Donc, bien évidemment, ces paires vont être scrutées ce soir et sont soumis à de la volatilité avec le FOMC. Mais encore une fois, le dollar reste très faible. Et si Jérôme Powell continue à faire gronder la planche à billets, forcément, ça risque une nouvelle fois de pénaliser le dollar. Et le GBP, l'AUD-USD, c'est la même chose. En fait, on a l'impression que hier, sur plusieurs paires, on a eu des signaux techniques, soit de sortie de range, soit de fanion, mais très clairement, comme on a pu le voir sur l'euro-dollar, le GBP-USD, l'AUD-USD, vous voyez, qui est en train de casser justement cette magnifique zone de polarité, cette zone de résistance. Et derrière, on assiste à une envolée, j'ai envie de dire, et on est en train de franchir aussi la MM200. Donc, dynamique très clairement haussière avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Sortie de range par le haut validée hier, cassure de la MM200 en cours. Donc, pourquoi pas, pareil, essayer de chercher un petit pullback avec un stop en dessous pour aller chercher les 0,7370. Mais là, pour l'instant, aucun signal de vent, pas de signe d'essoufflement de tendance. Donc, prochain niveau, voilà, ce niveau de résistance à aller chercher aux alentours des 0,7370. Effectivement, si on affine en données 4 heures, voilà, moyenne mobile et moyenne mobile 50 et 200 qui remontent doucement, qui viennent soutenir les prix. Et le signal technique en soi a été donné ce matin avec la bougie 4 heures, belle bougie flux, sortie de range, qui ouvre la voie en tout cas à de nouvelles perspectives haussières. Concernant le gold, pas grand-chose à dire sur le gold, si ce n'est que c'est haussier. Je pense avoir fait un bon résumé de la situation hier sur le métal jaune. Et j'ai juste envie de dire de pratiquer le trend following, donc chercher toujours des achats sur repli, comme on a vu la semaine dernière, mais j'étais absent, ou cassure des anciens plus hauts, tout simplement. Donc, pour l'instant, on est un peu au milieu de nulle part. Pareil, attendons de voir aussi, le gold devrait, à mon avis, bien réagir ce soir avec les annonces du FOMC, de la Fed. Mais pour l'instant, dynamique haussière sur toutes les unités de temps. Donc, j'ai juste envie de parler de signaux haussiers sur l'or. C'est pour l'instant l'actif de l'année avec l'argent. Contexte ultra favorable, comme j'ai pu vous l'expliquer en introduction d'émission. Donc, évitez d'être à contre-courant, tout simplement. Mais là, actuellement, on ne consolide pas, on n'a pas une figure, on est au-dessus de la MM. On pourrait éventuellement consolider dans un range, mais là, ce que je vais surveiller, ça va être la cassure des anciens plus hauts. Cassure des anciens plus hauts, pullback, et puis on se repositionne dans le sens de la tendance pour eh bien, accompagner ce momentum le plus loin possible. Là, on a de belles perspectives haussières. Après, c'est plus un objectif swing, c'est plus pour des investisseurs de moyen long terme. Pour les traders court terme, bien évidemment, il y a toujours des opportunités. Mais là, il y a à moyen long terme une opportunité
de voir l'once d'or prendre quand même encore soit 20, peut-être 25, voire 30% au cours des prochains mois. Le pétrole Brent, toujours dans son range, mais le pétrole est un marché ennuyant, comme je vous le disais, il se passe pas grand-chose. Finalement, hier, on a réussi à remonter tout ça, on est toujours dans le range. On était dans le rouge hier parce qu'on a eu des investisseurs étonnés de voir une baisse de la demande à venir sur le baril. En même temps, rien d'étonnant vu le contexte. Mais on sent toujours un marché assez lourd, assez hésitant, très mou et qui évolue sans direction claire et toujours un peu en crabologie finalement. Mais c'est un marché de, là pour les traders de range, pour les traders intraday, c'est un marché qui leur correspond. Mais je ne trouve pas que ce soit l'actif où il se passe quelque chose. C'est pas l'actif où il se passe beaucoup d'actions, même si la période aussi est quand même, comme je vous le disais, assez calme, avec l'absence de la plupart des opérateurs. Toutefois, le pétrole, pour l'instant, ne délivre pas vraiment des signaux permettant de mettre en place une stratégie de moyen long terme. Pour ma part, je reste quand même plutôt baissier. Sentiment baissier, du moins, pourquoi pas aller chercher un peu plus haut d'une hausse limitée. Voilà, je trouve qu'on a déjà fait un beau rebond, qu'on est allé quand même, on est peut-être monté un peu haut, un peu vite, même je trouve. Je considère que on pourrait encore monter un peu, mais qu'on reste quand même très limité. D'où mon invitation à la prudence face au gros niveau technique qu'on travaille quand même. On est en plein dedans pour le moment. On n'a toujours pas eu un signal vraiment de belle bougie flux qui casse tout et qui là ouvrirait la voie à de nouvelles perspectives haussières. Là, bien au contraire, on a un marché qui est vraiment hésitant sur une grosse zone technique hebdomadaire, voire même daily, avec de gros obstacles. Et donc, voilà, la hausse pour moi est vraiment limitée. Si le marché parvient à aller chercher les 48, 49, ce sera déjà pas mal. Mais je surveille surtout des signaux vendeurs. Et je pense qu'on aura plus de visibilité à la rentrée septembre avec le retour des opérateurs. Le light, c'est exactement la même chose. On est en plein dans la zone hebdomadaire. Et pareil, la MM50 est pas loin, juste au-dessus de la tête, au niveau des 44. Donc, oui, on peut continuer à monter. C'est ce qu'on fait depuis le 15 juin en soi. Mais voilà, on a mis plus de 2 mois pour gagner 2 $ quasiment à peine. Donc, on peut très bien en reprendre 2. Un peu moins, mais prudence, on revient de loin quand même. L'OPEP revoit ses prévisions à la baisse. La demande risque de diminuer avec un peu le nouveau monde post-Covid, les énergies renouvelables, des consommateurs qui préfèrent se tourner vers aussi les voitures électriques. Donc, attention, si on n'a pas un changement de mode de consommation, qui fait que le pétrole pourrait se stabiliser du moins et revoir un pétrole au-delà des 62 $ risque de n'est pas pour tout de suite, en tout cas dans l'immédiat. Et effectivement, en données daily, toujours dans ce range, très clairement, dans la zone. Pareil, hier, on a fait une petite séance, on perdait moins 1,5. Finalement, on a réussi à se redresser. Mais on manque quand même de visibilité sur le pétrole, je trouve. Et donc, je préfère pour l'instant, même si je fais une revue quotidienne dessus, le mettre de côté jusqu'à avoir véritablement un signal permettant, voilà, soit un véritable signal technique haussier qui permettrait de confirmer finalement qu'on a une reprise forte, ou au contraire, de la prudence avec un retour sur les niveaux de support. Enfin, pour terminer, le Bitcoin. Faux break, fausse cassure hier finalement, enfin du moins lundi. Pullback un peu agressif.
je trouve. Donc ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible de voir ça, ce faux breakout pour l'instant. Donc, est-ce que c'est un bull trap ou est-ce un signal de retournement pour une correction plus profonde? Mais c'est vrai qu'en plus, sur un niveau prix rond, prix psychologique, c'est pas terrible d'avoir cette configuration-là. Donc, pareil, je me montre assez prudent. La dynamique reste, elle, intacte. On est dans une belle dynamique haussière. Les acheteurs gardent très clairement la main. On fait des plus hauts, des plus bas, des plus hauts de plus en plus hauts. Donc, pour le moment, tant qu'on ne passe pas en dessous des 11 300, pas d'inquiétude. Mais cette configuration de bull trap et de faux breakout, de sortie de triangle, eh bien, annule un peu la perspective que j'avais aux alentours de 13 000. Ce matin, on reprend un peu d'auteur. Attendons de voir si on repasse. Peut-être qu'on a aussi eu une sortie de triangle, pour l'instant, faux breakout. On a peut-être eu une réintégration un peu violente. On peut à la fois ressortir, mais je n'aime pas beaucoup ces configurations. On a des réintégrations violentes et que ça ressort derrière. C'est quand même pas très joli. C'est pas une belle configuration, comme si le mouvement haussier, le flux acheteur, finalement, eh bien, était rattrapé par une pression vendeuse qui doucement est en train de s'installer. Et derrière, là, on commence à former en plus une petite divergence juste ici. Juste ici. Donc, à voir au cours des... Décidément, il ne peut pas me le prendre. Voilà. À voir au cours des prochains jours, juste ici. Voilà. Donc, elle est en train de se valider. Voilà. On est pile poil dessus. On a fait un premier creux, deuxième creux. Sur le fil du rasoir, donc pareil, je me montre un peu prudent. Tant qu'on ne repasse pas sous le creux ici, pour moi, les acheteurs gardent la main. Mais voilà, premier signe de faiblesse avec le breakout. Et derrière, cette divergence quand même qui tente de se valider. Pour le moment, elle n'est pas validée. Donc, la prudence est de mise sur le BTC. Pour l'instant, si on affine en données 4 heures, voilà. MM50 qui arrive en soutien. Donc, il faut absolument que les acheteurs défendent ce niveau et qu'on ne repasse pas sous les plus bas précédents. Sinon, là, on validerait la divergence et on aurait un risque de retour sur les 10 900 points, donc sous quasiment l'ancien range. Finalement, on pourrait partir dans un range, avoir fait un faux breakout et de nouveau consolider, même voire un peu plus bas. On fera le point demain si jamais la divergence est validée pour voir à peu près les objectifs baissiers. Mais c'est vrai que même le contexte, comme je vous le disais, que ce soit l'imprimante qui tourne depuis pas mal de temps des banques centrales, font aussi que voilà, il y a un certain attrait pour les crypto-monnaies depuis plusieurs semaines de la part des investisseurs, puisque celle-ci ne peut pas être imprimée ou du moins minée en quantité illimitée. Et donc forcément, comme le gold, ça rassure les investisseurs et on préfère avoir du Bitcoin ou de l'or en ce moment plutôt que du dollar. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés par le briefing, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel, cet après-midi, rendez-vous aussi à 14 h pour un webinaire en duo avec Nicolas Chéron sur le thème des actions. Donc, on essaiera d'aborder des concepts pour les traders avancés et aussi pour les traders débutants autour du trading sur action, du trend following, de la sélection de valeurs et bien évidemment du money management. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous souhaite aussi une excellente journée, de très bons trades et donc on se retrouve soit cet après-midi, soit demain pour faire un nouveau point sur les marchés.